Salut et bienvenue sur Beyondless Mind. Aujourd'hui, je parle d'un argument qui revient presque automatiquement dès qu'on parle du commencement du monde. Cet argument, c'est l'argument cosmologique du Kalam. Je veux le traiter lentement parce que dans l'espace public, sa force vient rarement de sa rigueur. Elle vient presque toujours de la vitesse. On le dit en deux phrases, on le lance comme une évidence et on donne l'impression que si tu refuses la conclusion, tu refuses la causalité tout court. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais ralentir, je vais fixer les mots, je vais empêcher les termes de bouger et je vais montrer, non pas par un quelconque coup de théâtre, mais par accumulation, pourquoi cet argument perd sa force contraignante dès qu'on refuse les glissements de sens. Et avant même d'entrer dans le Kalam, je pose une règle de méthode très simple, parce que c'est elle qui va guider tout l'épisode. Quand un argument dépend d'un mot ambigu, il n'a pas le droit de profiter du flou. La règle, c'est qu'on fixe un sens, un seul, du début à la fin, et on refait l'inférence sans changer de registre. Si l'argument ne marche plus une fois les termes stabilisés, alors ce n'est pas qu'on refuse la conclusion, c'est que la conclusion n'était pas forcée. Et si plusieurs sens restent possibles, alors l'argument doit marcher sous chacun d'eux, ou bien annoncer clairement la prémisse qui choisit l'un des sens. Sinon on n'a pas une conséquence, mais une option. Je te donne la carte de l'épisode, je vais d'abord présenter la version standard du Kalam, puis sa version la plus charitable, celle qui est la plus solide. Ensuite, je vais verrouiller 3 mots qui font tout le travail, à savoir l'univers, le commencement et la cause. Et enfin, je vais montrer pourquoi, même si tu concèdes beaucoup au premier étage, la conclusion cause personnelle n'est pas une conséquence. C'est un ajout. Je commence tout de suite par le diagnostic central, et ensuite je passerai le reste de l'épisode à le rendre évident, morceau par morceau. Pour le premier diagnostic, on dira que la première prémisse tire sa force d'un régime où le temps est déjà là. Elle est crédible dans un monde où les causes et les effets sont des événements dans un ordre temporel, puis au moment décisif, elle est appliquée à un cas limite, où le temps lui-même est précisément ce qui est en jeu. Autrement dit, on gagne l'intuition dans un régime et on l'exige dans un autre régime. Et ça, ce n'est pas une petite nuance, c'est un changement de grammaire. Concernant le second diagnostic, je dirais que la seconde prémisse, quand elle se veut scientifique, repose sur des résultats cosmologiques réels, mais qui portent sur des classes de modèles et des notions techniques. Ces résultats ne livrent pas tout seuls un commencement métaphysique fort de la totalité. Pour obtenir ce commencement fort, il faut ajouter un pont interprétatif. Et dans les versions rapides, ce pont n'est pas annoncé. Pour le troisième diagnostic, même si tu accordes l'étage 1 pour voir jusqu'où ça va, tu n'as aucune route automatique vers l'étage 2. La conclusion « il y a une cause » est conceptuellement pauvre, et la conclusion « la cause est personnelle » est conceptuellement riche. Passer de l'un à l'autre demande des hypothèses additionnelles, et ces hypothèses ont un coût théorique. Le but de cet épisode, c'est de transformer ces diagnostics en un faisceau d'arguments qui se soutiennent mutuellement, jusqu'à ce que l'impression de contrainte disparaisse. Et l'idée est très simple. La contrainte disparaît non pas parce qu'on s'entête, mais parce qu'on voit que la conclusion n'est plus ce que l'argument peut légitimement produire une fois les mots stabilisés. Avant d'entrer dans le détail, je fixe le cadre. Quand je dis théisme, je vise un sens minimal, sans tradition particulière. Je vise l'idée qu'il existe une réalité divine ultime, conçue comme fondement du monde et suffisamment robuste pour jouer un rôle explicatif. Quand je dis théologie, je parle d'un autre niveau. Je parle des discussions internes à une tradition, à des textes et à des doctrines, ce que je ne fais pas ici. Je ne tranche pas des disputes confessionnelles, je ne juge pas de religion en particulier. Si tu as vu ma vidéo sur la métaphysique, quand je dis métaphysique, je parle d'un niveau où l'on discute de dépendance, de conditions d'existence et de portée conceptuelle. Ici, ce n'est pas une concurrence de la science et ce n'est pas un vocabulaire mystique. C'est l'outillage qui sert à repérer les glissements de niveau, par exemple quand un résultat technique sur une classe de modèle devient, sans justification supplémentaire, une conclusion sur la totalité de l'être. Ce que j'évalue ici, c'est une inférence en 2 étages. L'étage 1 conclut qu'il y a une cause de l'univers, et l'étage 2 conclut que cette cause est intemporelle, immatérielle et personnelle. Mon fil directeur est simple. Même quand on rend l'étage 1 plausible, il reste moins ambitieux qu'on ne le croit. Et dès qu'on rend l'étage 2 ambitieux, il cesse d'être contraint par l'argument. On y va. Dans sa forme standard, le Kalam dit ceci. Premièrement, tout ce qui commence à exister a une cause. L'univers a commencé à exister, donc l'univers a une cause. Sur le plan logique, pris abstraitement, c'est facile à rendre valide. Si les prémices sont vraies et si les termes sont stables, la conclusion suit. Le problème n'est donc pas la validité, c'est plutôt la solidité. Et également, c'est la justification réelle des prémices et surtout la stabilité réelle des mots quand on passe du monde ordinaire au cas limite.
Et dans l'espace public, on ajoute presque toujours une marche. On dit ensuite que si l'univers a une cause, alors cette cause doit être intemporelle, immatérielle et personnelle. Et on parle comme si cette marche était un simple dépliage, comme si cause contenait déjà personnel. Moi, je défends une autre thèse. Ce n'est pas un dépliage, c'est une construction. Avant de critiquer, je vais établir un homme de fer. Je prends la version la plus charitable et la plus solide. Donc pour clarifier, la prémisse 1 est souvent renforcée, on ne dit pas seulement tout ce qui commence à exister à une cause, on dit tout ce qui commence à exister à une cause de son existence, et parfois à une cause de son commencement. On ne vise pas seulement le fait d'exister, on vise l'apparition initiale. Ensuite, on précise ce que veut dire commencer à exister quand on parle d'un premier instant. Une définition standard dit ceci: une chose commence à exister à un temps t si elle existe à t, et s'il n'existe pas de temps antérieur où elle existe. Et cette précision fait apparaître une chose immédiatement. Si le temps lui-même commence, alors on ne parle plus d'un début dans le temps. On parle d'un bord du temps éventuellement, donc on obtient la structure la plus robuste. Tout ce qui commence à exister a une cause de son existence, l'univers au sens visé commence à exister, donc l'univers a une cause de son existence. Et ensuite, seulement avec des prémices additionnelles, on ajoute que cette cause est intemporelle, immatérielle et personnelle. Voilà le terrain réel du débat. Celui-ci porte sur le sens de commencer, sur le type de relation que couvre cause, et sur les points nécessaires pour passer de cause à cause personnelle. Je rappelle une distinction qui va guider tout le reste. Un argument est valide quand, si les prémices sont vraies, sa conclusion ne peut pas être fausse. Un argument est solide quand il est valide et que ses prémices sont justifiées. Le kalam peut donc être valide tout en restant non solide, parce que ce qui est contesté n'est pas la déduction finale, mais le statut des prémices et la stabilité des concepts lorsqu'on les exporte vers un cas limite. Et là, je veux rendre concret en une phrase, parce que sinon ça reste scolaire. Tu peux avoir un raisonnement impeccable sur le papier, mais si le mot-clé change de sens en route, tu as une belle déduction qui ne parle plus d'une seule chose. On passe maintenant à la première grande étape, ce sont les verrous. Je fixe les mots parce que si les mots flottent, l'argument gagne de la vitesse, mais il perd son droit à la contrainte. Je vais commencer avec univers. Ce mot est ambigu, et cette ambiguïté suffit souvent à produire l'illusion d'une conclusion métaphysique alors qu'elle n'a qu'un résultat local. Quand un cosmologiste parle de l'univers, il peut parler de l'univers observable, la région dont nous pouvons recevoir de l'information, mais il peut aussi parler d'un domaine physique plus large que notre région observable. Par exemple, un cadre inflationnaire où notre histoire n'est qu'une phase. Et il peut enfin parler de la totalité de ce qui est physiquement réel, c'est-à-dire tout ce qui existe physiquement, incluant l'espace-temps comme totalité, sans extérieur physique possible. La conclusion du kalam ne devient métaphysiquement forte que si la cible est cette dernière notion, la totalité physique. Si la cible est l'univers observable ou un domaine dans un cadre plus vaste, alors même un commencement de ce domaine ne force pas une cause transcendantale, parce qu'une cause peut être interne au cadre plus vaste. Je vais te donner une image simple parce que ça va faire gagner 10 minutes d'abstraction. Imagine que l'univers observable soit un horizon dans un océan. Tu peux apprendre des choses très solides sur ton horizon. Mais si tu passes de mon horizon à un bord à l'océan entier à un bord, tu n'as pas conclu. Tu as juste changé d'objet. Et si l'objet change, l'inférence n'a plus la même cible. Ici, la règle de méthode revient. Si quelqu'un veut une conclusion sur la totalité, il doit d'abord montrer qu'il parle bien de la totalité et qu'il ne s'appuie pas, sans le dire, sur des résultats qui portent seulement sur notre domaine. Je passe maintenant au second verrou, c'est le commencement. Dire « l'univers a commencé » peut vouloir dire des choses radicalement différentes. Et c'est ici que l'argument gagne souvent son apparence de force, parce qu'on écoute le mot « commencement » comme s'il avait un seul sens. Parfois, commencement veut dire que nos équations, nos modèles, nos extrapolations cessent d'être fiables au-delà d'une certaine époque. Dans ce cas, le commencement est épistémique. C'est notre description qui rencontre une limite. Parfois, commencement veut dire qu'une classe de modèles, sous certaines hypothèses, est incomplète vers le passé, au sens où la description mathématique ne se prolonge pas indéfiniment de cette manière. Dans ce cas, on a une borne technique. On n'a pas encore la réalité surgit du néant. Et parfois, commencement veut dire quelque chose de beaucoup plus fort. La totalité de ce qui est physiquement réel commence au sens métaphysique maximal, au sens où il n'y a rien de plus fondamental physiquement, pas de cadre plus large, pas de phase antérieure, et pas de réalité physique plus profonde. Il y a littéralement un premier fait total. Le kalam, quand il vise une conclusion théiste substantielle, a besoin de ce sens fort. Mais le passage d'une borne technique au commencement fort n'est pas automatique. C'est un pont interprétatif au mieux. Et c'est là qu'une analogie simple aide vraiment,
Imagine une carte qui s'arrête au bord de la feuille. Le bord de la feuille n'est pas la fin du territoire, c'est juste la fin de la carte. De la même façon, le fait qu'un modèle s'arrête ou qu'une description soit incomplète dans un certain cadre ne te donne pas automatiquement la réalité totale commence absolument. Ça peut vouloir dire qu'il faut autre chose comme description, et pas il y a eu un passage depuis le néant. Et ici, j'anticipe une objection parce qu'elle revient toujours. On va me dire, oui, mais certains théorèmes cosmologiques montrent un commencement. Je prends ça au sérieux, mais je le mets à sa place. Je ne fais pas de cosmologie ici, je ne tranche pas entre des modèles. Mon point est logique. Un résultat conditionnel sur une classe de description n'autorise pas à lui seul une conclusion métaphysique maximale sans prémisse supplémentaire. C'est là que Borde, Guth et Vilenkin sont souvent cités avec le slogan « Past incomplete » ou « Passé incomplet ». Je vais rester au niveau prudent. On peut dire sans forcer que certains résultats contraignent fortement des histoires inflationnaires sous certaines conditions, au sens où la description ne se prolonge pas indéfiniment vers le passé dans ce cadre. Mais même si on concède entièrement ce point, ça ne se lit pas automatiquement comme création ex nihilo, ni comme premier instant physique de la totalité. Ça se lit d'abord comme cette description ne suffit pas, ce qui est très différent. Et maintenant, le cœur conceptuel revient. Dans l'usage ordinaire, commencer compare un avant et un après. Commencer décrit une transition dans un temps déjà disponible. Mais si l'objet dont tu parles inclut le temps lui-même, la grammaire ordinaire de la transition n'est plus immédiatement applicable. Tu n'es plus en train de parler d'un événement dans le temps, mais tu essaies de parler du bord du temps. Et dès qu'on voit ça clairement, l'impression d'évidence s'affaiblit. Non pas parce qu'on chipote, mais parce qu'on a changé de type d'objet. Je passe à présent à mon troisième verrou, qui est la cause. Sous le mot cause, on mélange presque toujours deux relations. Il y a la causalité événementielle ordinaire, où un événement produit un autre événement dans le temps, avec une asymétrie temporelle. Et il y a une relation de dépendance ou d'explication plus globale, où l'on parle de ce dont dépend la réalité d'une chose, parfois sans ordre temporel évident. Le point crucial, c'est que la prémisse 1 du calame est presque toujours rendue plausible, dans l'imaginaire, par la causalité événementielle ordinaire. Mais dès que tu parles d'un commencement de la totalité spatio-temporelle, si tu insistes pour garder une cause, tu es poussé vers une relation qui n'est plus la causalité événementielle ordinaire. Autrement dit, la prémisse change de type au moment exact où l'on doit faire le travail décisif. Et cette équivocation structurelle, à elle seule, suffit à casser l'impression d'évidence. Quand tu dis la vitre est brisée parce qu'une pierre l'a frappée, tu es dans une causalité événementielle dans le temps. Quand tu dis cette règle de calcul est vraie parce qu'elle dépend d'un axiome, tu n'es pas dans la même grammaire. Tu peux appeler ça parce que, mais ce n'est pas le même parce que. À ce stade, si le terme univers bouge, si commencement oscille et si cause change de registre, alors l'argument peut paraître irrésistible en version rapide, parce qu'il prend l'intuition dans un sens et l'ambition dans un autre. Mais si tu fixes les termes, l'impression de contrainte se dissipe déjà, avant même de parler de cosmologie. Maintenant, je prends les deux prémices dans l'ordre et je renforce l'analyse. Je commence par la prémisse 1. Elle dit tout ce qui commence à exister a une cause. La vraie question est simple. Qu'est-ce qui rend cette phrase plausible et à quoi peut-elle s'appliquer ? Si tu la comprends comme une généralisation issue du monde ordinaire et de nos pratiques scientifiques, elle vit dans un cadre où le temps est déjà là. Les événements s'inscrivent dans un ordre, la causalité a une direction. Dans ce sens, elle peut être très plausible parce qu'elle ressemble à une règle intramondaine. Mais si tu veux qu'elle s'applique à un commencement de la totalité spatio-temporelle, elle doit viser un cas où l'ordre temporel lui-même est précisément ce qui est en question. Et dans ce sens, elle cesse d'être soutenue par les mêmes raisons parce qu'elle ne parle plus du même type de choses. On obtient donc un dilemme très propre. Soit la prémisse garde sa plausibilité et reste intratemporelle et alors elle n'atteint pas le cas limite, soit elle garde son ambition et vise le bord du temps, mais alors elle change de contenu et perd l'assise intuitive qui la rendait persuasive. Et ici, je vais prévenir d'un faux procès. Dire que ça ne revient pas à nier la causalité, ça revient à refuser un message de domaine illégitime. Une règle peut être extrêmement robuste dans son domaine et ne pas avoir de sens clair au-delà, sans que ce soit une faiblesse de la règle. La causalité événementielle présuppose une structure temporelle. Elle présuppose qu'on peut distinguer des états, de l'antériorité et de la postériorité, et un ordre où la production s'inscrit. Si le temps n'est pas déjà donné, tu ne peux pas reconduire automatiquement cette grammaire sans fournir une théorie supplémentaire de ce que causer signifie hors temps. Et le calame, dans sa forme simple, ne fournit pas cette théorie. On arrive au nœud commencer à exister parce que c'est là que le dilemme devient concret. Quand tu dis qu'un objet ordinaire commence à exister, tu le dis toujours sur le fond d'un arrière-plan. Il y a déjà des conditions, déjà des lois et déjà une temporalité. Tu décris une apparition relative à un cadre.
Mais quand tu appliques commencer à exister à la totalité spatio-temporelle, l'arrière-plan disparaît, parce que la totalité inclut précisément cet arrière-plan. Et tu es obligé de choisir entre deux reconstructions. Soit commencer signifie qu'il existe un premier instant, au sens où il n'y a pas d'instant antérieur, mais dans ce cas, tu ne décris pas une transition depuis un non-être situé dans un temps antérieur, tu décris une structure de bord. Et rien dans la notion ordinaire de cause événementielle n'implique qu'un bord structurel doit avoir une cause événementielle. Soit tu veux conserver l'idée de transition depuis un état de non-existence antérieure, mais alors tu réintroduis un temps antérieur, et tu contredis précisément l'idée que la totalité inclut le temps. Et c'est pour ça que la formule « commencer à exister » ne peut pas garder simultanément l'évidence ordinaire et l'ambition métaphysique, une fois qu'on parle de la totalité spatio-temporelle. À ce stade, un slogan revient souvent, qui est « rien ne vient de rien ». Il peut paraître soutenir la prémisse 1, mais il ne fait pas le travail requis au niveau global, parce que le mot « rien » est instable. En physique, un vide n'est pas un néant métaphysique. Un état minimal reste un état avec une structure et des lois. Donc tu peux admettre sans difficulté que la production ex nihilo n'est pas un mécanisme ordinaire dans le monde, et refuser en même temps de conclure que la totalité ne peut pas être un point d'arrêt. Parce que tu n'as pas établi que l'alternative réelle est néant absolu contre création par agent. Et je pose ça sous une forme très nette, tu peux garder une prudence méthodologique, ne pas postuler des surgissements sans structure, sans en faire un principe métaphysique global imposant une cause au bord du temps. À ce moment-là, certains essayent de sauver l'ambition de la prémisse 1 en la transformant. Ils abandonnent la causalité événementielle et parlent de dépendance. Ils disent que toute réalité dépend d'une condition, d'un fondement et d'une explication. Mais si tu concèdes ce déplacement, tu n'obtiens pas automatiquement une cause personnelle. Tu obtiens une thèse abstraite de dépendance, et cette thèse laisse ouvertes des options très différentes. Et plus la relation devient métaphysique, moins elle contraint l'agentivité. C'est une propriété générale de ces arguments. Les versions qui rendent la prémisse applicable au cas limite tendent à le rendre moins déterminante sur le type d'identité à postuler. L'argument gagne en portée et il perd en pouvoir de spécification. Je clôt cette partie en une phrase parce que c'est vraiment l'idée centrale sur P1. La plausibilité de P1 vient d'un régime intratemporel, mais l'ambition du calame exige un saut vers un cas où la temporalité n'est plus un cadre disponible. Dès que tu refuses le glissement silencieux, P1 devient soit trop faible, soit trop coûteuse. Je passe maintenant à la prémisse 2 et je veux traiter une impression très répandue qui est le fait que la science prouve que l'univers a commencé. Je vais défendre une idée simple. Cette impression vient souvent d'un effet de compression et d'un glissement. Et je formule ça sous une règle méthodologique explicite parce qu'elle est importante. Une contrainte sous une classe de modèle n'est pas sans prémisse supplémentaire une conclusion sur la totalité. Et un résultat conditionnel ne force pas à lui seul une interprétation métaphysique maximale. La prémisse 2 dit que l'univers a commencé à exister. Dans la discussion, elle est soutenue par deux familles d'arguments. D'un côté, les arguments philosophiques anti-infinis, et de l'autre, les appuis cosmologiques. Commençons par les arguments anti-infinis. Beaucoup reposent sur une confusion entre l'étrangeté et l'incohérence. Qu'un scénario soit contre-intuitif ne suffit pas à conclure qu'il est impossible. Pour conclure à l'impossibilité, il faut montrer une contradiction, ou établir un principe pont reliant une propriété mathématique à une impossibilité physique ou métaphysique. Or, souvent, ces arguments produisent une gêne intuitive, et pas une contradiction. Un exemple connu, c'est « on n'arrive jamais à maintenant ». On dit que si le passé était infini, on n'aurait jamais pu atteindre le temps présent, parce qu'il aurait fallu franchir une infinité d'événements. Le problème, c'est que cette image suppose un départ, comme si l'infini passé était un chemin parcouru depuis un premier point. Mais un passé sans premier terme n'est pas un parcours depuis un point de départ. C'est une structure où pour tout événement, il existe un événement antérieur, sans qu'il y ait un premier événement à quitter. L'argument fonctionne parce qu'il installe une métaphore de transversale qui n'est pas fidèle à l'hypothèse. Maintenant, supposons pour l'argument que le passé soit fini. Même dans ce cas, tu n'as pas encore établi ce que le calame a besoin d'établir. Avoir un premier instant dans une description ne signifie pas automatiquement qu'il y a eu un passage causal depuis un non-être dans un temps antérieur. Ça peut signifier une condition de bord, un état initial, une limite de prolongation, sans que la cause, au sens événementiel, ait un emplacement conceptuel clair. Donc même si tu comprends P2 comme « il y a un premier instant », tu n'as pas automatiquement déclenché P1 dans son sens intuitif. Passons maintenant à l'appui cosmologique. Les résultats invoqués sont réels et techniquement sérieux, mais ils portent sur des structures mathématiques sous hypothèse. J'ai évoqué le modèle BGV plus tôt. Même en concédant que certains résultats imposent des contraintes fortes sur certains cadres inflationnaires, ça ne te donne pas automatiquement un commencement métaphysique fort de la totalité. Et ici, je fais une précision qui évite beaucoup de procès inutiles.
Je ne te demande pas de croire à tel ou tel scénario cosmologique alternatif, je n'ai pas besoin de trancher, mon point est plus minimal. Le simple fait qu'il existe des familles de scénarios mathématiques cohérents, où l'histoire cosmique n'est pas décrite comme un commencement absolu, suffit à casser l'automatisme, cosmologie, donc commencement métaphysique fort. Pas parce que ça réfute le commencement, mais parce que ça montre que l'interprétation n'est pas imposée par le seul résultat technique. Pour reformuler la règle, parce qu'elle est très importante, si plusieurs interprétations cohérentes sont compatibles avec des contraintes techniques du même genre, alors l'inférence vers une interprétation métaphysique maximale exige une prémisse supplémentaire. Et si cette prémisse n'est pas donnée, la conclusion n'est pas non plus forcée. Même si notre domaine observable ou une histoire cosmique particulière avait un commencement, ça ne signifie pas automatiquement que la totalité de la réalité physique a un commencement. Il est conceptuellement possible que notre domaine soit une phase, une région, un sous-système d'un cadre plus large, auquel cas une cause peut être simplement une condition physique interne au cadre plus large. Donc voici la conclusion sur P2 dite de manière très sobre. Les arguments anti-infinis ne livrent pas automatiquement une impossibilité. Les résultats cosmologiques, même sérieux, n'impliquent pas automatiquement un commencement métaphysique fort de la totalité. Et dès qu'on distingue un domaine d'une totalité, l'automatisme de l'inférence s'effondre. À ce stade, tu comprends déjà pourquoi l'étage 1 n'oblige pas, même dans sa version la plus favorable. Mais il reste le point qui en pratique fait basculer les discussions, c'est l'étage 2. Dans beaucoup d'échanges, on donne l'impression que si l'étage 1 est acquis, l'étage 2 devient évident. Et c'est précisément là que le coût conceptuel explose. Imaginons pour un instant qu'on concède l'étage 1. Imaginons qu'on dise que la totalité physique a une cause. Même là, la conclusion est pauvre. Elle ne dit presque rien sur ce qu'est cette cause. Elle ne dit pas si c'est un état, une loi, une structure, une condition, un mécanisme ou encore une relation de dépendance non temporelle. Elle ne dit pas si cette cause est unique, nécessaire ou mentale. En revanche, dire que la cause est personnelle ajoute énormément de contenu. Ça introduit de l'agentivité, de l'intention et de la décision. Et ce n'est pas un détail, c'est un changement de type ontologique. Donc si l'étage 2 est affirmé, il doit être soutenu par un argument indépendant. Un argument qui montre que l'agentivité est contrainte. Sinon l'étage 2 n'est pas une conséquence, mais juste un choix interprétatif. Je vais faire un autre homme de fer concernant l'argument standard qui va vers le personnel, parce que c'est souvent là qu'on croit que ça suffit. On dit que si la cause est intemporelle et que l'effet est temporel, alors il faut expliquer pourquoi l'effet n'est pas coéternel avec la cause. On dit ensuite qu'une causalité intemporelle de ce type état à état, si elle est suffisante, semble produire l'effet sans différence possible entre pas d'univers et univers. Et donc pour rendre intelligible une différence sans changement préalable dans un cadre intemporel, on invoque une causalité par agent, une intention ou une liberté, qui ne fonctionne pas comme une condition suffisante fixe. Personnel ne vient pas de la seule idée de cause. Personnel vient d'un principe pont, l'idée que seule l'agentivité permet un effet temporel non coéternel à partir d'une cause intemporelle. Or, ce principe pont est une thèse additionnelle. Il doit être défendu et il n'est pas livré par le calame. Et maintenant, je pointe une erreur de catégorie très fréquente. On confond le fait d'être ultimement explicatif avec le fait d'être un agent. Un point d'arrêt explicatif peut être non agentif. Il peut être une structure fondamentale, un état de base, une condition limite ou un fait brut dans certains cadres. Rien dans le concept d'ultimité explicative n'implique déjà l'intention ou la volonté. Donc le passage de ultime à personnel est une addition, ce n'est pas un résultat. Et maintenant j'arrive au cœur de la tension qui fait tout le travail et je la formule de la manière la plus sèche possible, sans psychologie ni quoi que ce soit. Si la cause est intemporelle et suffisante, alors toute chose égale par ailleurs, l'effet semble devoir être coprésent, ou au moins non différencié, puisque rien ne change. Si tu introduis une différence réelle entre sans univers et avec univers, tu introduis une asymétrie qui ressemble à une structure d'ordre. Et cette structure doit être expliquée. Soit elle est temporelle et alors tu as importé un temps, soit elle ne l'est pas, et alors tu dois expliquer quel type de relation peut jouer le rôle de différenciation sans temps. L'appel à la décision ne fait pas disparaître le coup, il rend le coup visible. Parce qu'une décision, si elle est intemporelle et immuable, ressemble elle aussi à quelque chose de coéternel, et elle ramène le même problème sous un autre nom. Et si tu veux sauver la décision en lui donnant une structure qui ressemble à un passage, tu réintroduis une forme d'ordre, et il faut dire clairement ce que c'est. Je précise une dernière fois la portée de ce point. Je ne dis pas ici que l'agentivité intemporelle est impossible. Je dis qu'elle n'est pas donnée par le calame. Je dis qu'elle exige une théorie additionnelle lourde. Et même si tu concèdes par hypothèse une cause dotée d'intention, ça ne te donne pas Dieu au sens théiste robuste. Tu n'as pas établi l'omnipotence, l'omniscience, la bonté, l'unicité, une identité religieuse, une relation morale ou un plan.
tu as au mieux attribué une propriété mentale à une cause postulée. Autrement dit, même la version personnelle reste sous-déterminée. Et si tu restes au niveau comparatif, l'hypothèse personnelle introduit de nouveaux engagements. Si tu postules un agent ultime, tu dois expliquer pourquoi cet agent existe. Pourquoi il a les propriétés nécessaires pour produire un univers. Pourquoi il choisit ceci plutôt que cela. Et comment un acte intemporel se relie à un monde temporel sans faire réapparaître une structure d'antériorité. Il est possible de proposer des réponses dans des cadres théistes, mais le point méthodologique est que ce n'est pas un gain gratuit. C'est plutôt un paquet d'engagements supplémentaires. Je clôt cette partie en une phrase parce qu'elle doit rester nette. L'étage 2 n'est pas une conséquence de l'étage 1. Il demande des prémices additionnelles. Plus il devient précis, plus son coût augmente et plus il ressemble à une construction interprétative plutôt qu'à une déduction. On arrive maintenant à la synthèse finale. Plus tu rends les prémices assez fortes pour viser une conclusion théiste ambitieuse, plus tu es obligé d'ajouter des points interprétatifs explicites. Et plus ces ponts s'accumulent, moins la conclusion ressemble à une conséquence, et plus elle ressemble à une construction. Inversement, plus tu gardes les prémices proches de ce qui les rend intuitivement plausibles, plus elles restent intramondaines, et moins elles ont de prise sur le cas limite du commencement de la totalité. C'est cette tension qui explique pourquoi le calame peut être psychologiquement puissant et philosophiquement non contraignant. Je termine en revenant à ce que cet épisode a fait. Le calame est souvent présenté comme une évidence compacte. Début donc cause donc personne. Et mon point du début à la fin est que cet automatisme n'existe qu'à une seule condition. Il n'existe que si on laisse les mots flotter et que si on autorise des changements de régime sans les dire. Ce que je garde sans difficulté, c'est l'idée que la causalité et l'explication ont une place centrale dans notre compréhension du monde. Je garde l'idée que dans un monde où le temps est déjà là, où les événements se succèdent, où les lois décrivent des régularités, il est rationnel de chercher des causes, des mécanismes et des conditions. Je garde l'idée que la cosmologie moderne produit de vraies contraintes, parfois très fortes, sur certaines descriptions de l'histoire cosmique. Rien dans ce que je n'ai fait ici ne consiste à refuser l'explication, ni à dire que tout serait opaque ou arbitraire. Mais précisément parce que je prends l'explication au sérieux, je refuse une exportation automatique des évidences locales vers un cas limite où la grammaire change. Donc si je résume la position finale proprement, elle est là. L'argument conserve une apparence de contrainte tant qu'il reste rapide, tant qu'il laisse univers osciller entre domaine et totalité, tant qu'il laisse commencement osciller entre limite de modèle et commencement absolu, et tant qu'il laisse cause osciller entre causalité événementielle et dépendance. Mais dès que tu fixes les termes et dès que tu refuses les changements de niveau, la contrainte se dissipe, non pas parce que tu refuses une conclusion, mais parce que la conclusion cesse d'être ce que les prémices réellement stabilisées peuvent produire. Et je m'arrête là. Merci d'avoir suivi, c'était Nocto, et encore une fois, bienvenue sur Beyond Less Mind.